Bonjour à vous voyageurs, aujourd'hui je vous emmène découvrir un lieu aussi insolite qu'étonnant, niché en Haute-Loire. Imaginez un lieu abandonné, oublié par le temps, caché dans la végétation, qui comprend plusieurs espaces qui furent des espaces de vie. C'est un village troglodyte, creusé à même la falaise, avec un énigmatique cadran solaire, des fosses qui font penser à des sarcophages et des gravures rupestres. Habité pendant le Moyen-Âge, ce village fut occupé pendant de très nombreuses années, mais aujourd'hui il n'a pas encore livré tous ses secrets. Je vous emmène découvrir le village médiéval troglodyte de Coutot. Mais avant toute chose, si les sujets insolites, l'étrange et les mystères de notre planète vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo tous les mercredis et les dimanches. C'est parti! Le village troglodyte de Coutot est situé non loin de Lantriac et c'est une merveille historique. C'est à côté du Puy-en-Velay et au nord du parc naturel des Monts d'Ardèche. Creusé dans la roche volcanique du mont Mégale, le site se compose de plusieurs chambres, de plusieurs grottes, ou en tout cas aujourd'hui cela ne ressemble qu'à des grottes, qui faisaient office à la fois d'habitation mais aussi de lieu de rassemblement. On sait qu'il y avait des fermes, une forge, un temple ou une chapelle, ainsi qu'un espace de rassemblement qui s'appelle traditionnellement dans cette région une assemblée. Alors, vous allez le voir sur les images, effectivement aujourd'hui cela ressemble tout simplement à une succession de grottes sans grand intérêt. Mais il faut se renseigner pour imaginer l'utilisation, l'agencement, l'ameublement de ces espaces qui étaient, je vous l'assure, vraiment d'une ingéniosité remarquable. Le village de Coutot est imprégné de légendes locales. On y raconte qu'un trésor est enterré dans les grottes qui jouxtent les espaces que nous allons voir aujourd'hui. Oui, car en effet, il y a toute une partie du site qui n'est pas visitable aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Bien évidemment, on sait que des villageois ont trouvé refuge dans cet espace pendant les temps de guerre ou fuyant des pillards. On murmure aussi que des prêtres ou des moines en quête de solitude pouvaient s'y rendre régulièrement. Ce village aurait aussi servi de cachette secrète aux résistants au fil des siècles. Mais à vrai dire, la réalité dépasse presque la fiction quand on s'intéresse à la construction de ces cavités rocheuses. Une chose cependant m'a interpellée. Dans ces panneaux, ainsi que dans tous les textes que j'ai trouvés sur internet, on parle d'une occupation médiévale de ce site. Or, la période qu'on appelle aujourd'hui médiévale, c'est quand même 1000 ans, c'est-à-dire du 5e au 15e siècle de notre ère. Donc en fait, je n'ai pas trouvé de datation plus précise, elles existent peut-être, mais ni sur internet en cherchant à approfondir mes recherches, mais où j'ai pas trouvé grand-chose, ni sur les panneaux que j'ai vus, alors j'ai peut-être pas vu tous les panneaux, mais je n'ai pas trouvé de datation exacte. Or, pendant cette période, les techniques d'habitation, les techniques de forge, les techniques de construction ont énormément évolué. Par exemple, on sait qu'au 9e, 10e siècle, les châteaux étaient principalement en bois. C'est seulement à partir du 11e siècle qu'on a commencé à utiliser plus la pierre. L'utilisation de la pierre pour construire des châteaux s'est répandue et c'est uniquement au 13e siècle que ces châteaux en pierre étaient assez solides, assez gros pour qu'on les appelle des forteresses. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 siècles d'occupation dans le village de Coutot? Aujourd'hui, j'ai pas plus d'informations. Mais par contre, vous allez voir que l'utilisation de ces simples grottes était quand même extrêmement ingénieuse et personnellement, je ne savais pas qu'il y avait des techniques aussi avancées dans des espaces tout simplement creusés dans la roche en fait, dans le tuf volcanique. Ce qui rend ce village unique, bien sûr, c'est son aspect troglodyte. En fait, il y a plusieurs espaces très distincts qui sont représentés, sur les panneaux et que l'on voit quand on visite le site. Je pense que vous voyez les images, mais il faut vraiment avoir de l'imagination et se renseigner pour comprendre. La toute première partie que l'on peut visiter, c'était des fermes et en fait ce qu'on appelle des habitations rurales. Il y avait tout un système de bioclimatisme, c'est-à-dire l'utilisation de la chaleur ou de la fraîcheur naturelle pour réguler la température dans ces espaces qui est
extrêmement ingénieuse. La deuxième partie, c'était des espaces communautaires, c'est-à-dire qu'il y avait une assemblée, c'est-à-dire un endroit où les gens se réunissaient pour parler, et il y avait une forge avec une véritable cheminée creusée à même la paroi de façon à permettre de faire s'échapper les fumées. Ce qui est quand même une construction assez avancée, je trouve, pour de simples trous creusés dans la roche. Il y avait vraiment une vraie envie de faire évoluer cet habitat troglodyte d'une simple grotte, cave, à quelque chose d'assez avancé. Et ça se voit encore plus dans la partie suivante, qui est un temple, en fait, et on n'imagine pas immédiatement comment ce temple ou cette chapelle, selon les définitions, était agencée, mais il y avait quand même des anneaux au plafond pour accrocher des luminaires, et il y avait des gens qui pouvaient se réunir. L'ensemble était divisé en deux parties. Je vous ai parlé d'une troisième partie. Celle-ci est actuellement trop dangereuse pour être exploitée. C'est fort dommage parce qu'on y trouverait certainement plein de choses. Alors, il faut savoir quand même que le site a été en péril. En fait, il a été déclaré en péril en 2017. En fait, il menaçait de s'effondrer parce que la terre, ça bouge, les roches, ça bouge, et ce n'est pas dû à la construction même à l'intérieur. C'est qu'en fait, il y avait des failles qui se sont faites à l'intérieur de la colline, à l'intérieur de la roche volcanique dans laquelle le village troglodyte est creusé. Donc en 2017, il a été déclaré en péril. Il a été remarqué par Stéphane Bern, qui est en charge de la mission patrimoine de la Fondation du patrimoine. Et c'est en 2019 qu'ils ont pu, après une levée de fonds, réussir à sécuriser le site, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir le visiter librement. Quand vous allez le voir sur place, il n'y a pas de grand parking, il n'y a pas de grand fléchage, mais vous pouvez vous stationner non loin et descendre en fait le long de cette colline pour aller visiter librement tous les espaces. Vraiment, je ne peux que vous encourager à regarder les panneaux, car je vous assure que sans ces panneaux, il est difficile de croire la façon dont ces grottes étaient utilisées. Alors il faut imaginer qu'à l'époque encore approximative selon mes recherches, puisque je le précise, ce n'est pas que il n'y a pas de texte ou de recherches qui ont été faites sur les dates exactes d'occupation, d'habitation, d'utilisation de ce village, c'est juste que je ne les ai pas trouvées. Donc en fait, il faut imaginer que l'entrée de ces gigantesques cavités que vous voyez actuellement était en fait fermée à la fois par des murets de pierre, mais aussi par des planches en bois, dans lesquelles évidemment étaient creusées des portes et des fenêtres, ce qui fait que certainement à l'entrée on ne voyait pas la profondeur des cavités telles qu'aujourd'hui on peut le voir. La chapelle, notamment, est une véritable œuvre d'art. D'ailleurs, on pense qu'elle a été réalisée par des compagnons. Au centre, il y avait une immense poutre en bois qui symbolisait l'axe du monde. Au fond, des anneaux étaient suspendus. Il y avait des anneaux pour mettre des luminaires. Évidemment, il y avait un autel tout au fond de cette cavité. À un moment, elle fut aussi séparée en deux de façon à ce que les gens puissent avoir deux espaces en fait dans cette chapelle. Et puis, il y a surtout dans le mur frontal une fente qui permet de laisser passer le soleil et qui va toucher un repère sur la paroi du fond. C'est en fait une forme de cadran solaire qui permettait de connaître les moments de l'année approximatifs autour du solstice d'hiver, notamment la fête du 13 décembre, la Sainte-Lucie, la fête de la lumière, qui était alors un moment très important, et il y avait donc ces repères temporels qui permettaient aux habitants, aux villageois, de savoir où ils en étaient dans l'année et certainement de faire des célébrations. Je ne le précise pas en détail, mais de plus, cet espace qui s'appelle la chapelle ou le temple selon les textes est construit sur les proportions du nombre d'or. Alors vous verrez sur les panneaux que je vais essayer de mettre assez longtemps, mais que j'ai pris en photo un peu de biais, vous verrez qu'en fait effectivement de nombreuses recherches ont été faites sur le sujet, et c'est notamment pour ça qu'on pense qu'elle a été construite par des compagnons qui maîtrisaient ce genre de technique et de symbolique dans les chiffres et dans les proportions qui étaient proposées pour les constructions. Quant aux fosses que j'évoquais au début,
ce sont en fait des sortes de sarcophages creusés à même le sol. Aujourd'hui, on pense qu'ils étaient utilisés pour des rituels de passage de l'adolescence ou de l'enfance au monde adulte. Alors je vous avoue que le terme village médiéval troglodyte m'a interpellée au début. Alors notamment parce qu'effectivement l'iconographie, les images traditionnelles de médiéval qu'on a aujourd'hui ressemblent plus à des châteaux forts et à des maisons de chaume avec des villages traditionnels. J'avais déjà vu des lieux troglodytes, notamment des maisons troglodytes, beaucoup en Haute-Loire, autour de la ville de Tours, il y en a énormément. J'avais vu ce qu'on appelait des villages troglodytes, pareil au même endroit, mais souvent c'était des maisons qui étaient construites en avant de la falaise dans laquelle était creusée une cavité qui permet que derrière la maison il y ait par exemple une grande salle pour manger. Il y a souvent des restaurants troglodytes. Là, on a un petit peu de mal à imaginer qu'il puisse y avoir eu des maisons devant les grottes. Vous avez vu comment est l'espace. J'avais aussi visité la forteresse médiévale de Jonas. Alors là, effectivement, ça fait sens dans le cadre guerrier, enfin d'une forteresse, dans un cadre défensif, puisqu'en fait ça leur permettait d'être en hauteur, d'avoir par exemple des tireurs de loin, de se cacher, d'avoir des espaces secrets. Mais je vous avoue que je n'avais jamais vu un village médiéval troglodyte comme celui de Coutot, et je n'avais pas eu non plus d'explication aussi approfondie sur les méthodes de construction et les méthodes d'aménagement qu'on pouvait utiliser dans de tels espaces. Alors, il faut aussi dire que je l'ai vu au long de mes recherches, en général, ce sont des communautés assez pauvres qui vont habiter dans les villages troglodytes, dans les espaces troglodytes. Effectivement, ces espaces n'offrent bien sûr pas le même confort qu'une maison dite traditionnelle. Je parlais tout à l'heure des maisons à toit de chaume, c'est pas du tout la même chose, mais cependant ça permettait de ne pas avoir à construire une maison malgré les conditions de vie plus difficiles. Ça permettait d'être réutilisé au cours du temps, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on entend peu parler de ces espaces, et en ce sens Coutot est vraiment intéressant et pour moi vaut vraiment le détour. Alors si vous êtes fasciné par les villages troglodytes, je peux vous conseiller d'aller voir le village de Célé dans le Lot, ou encore les maisons troglodytes de Turcan dans la Haute-Loire. Dans le monde, il y en a aussi bien évidemment des beaucoup plus grands, des beaucoup plus connus, et on peut avoir Vardzia en Géorgie, et bien sûr le village dit troglodyte, mais en fait creusé à même la falaise, le plus connu, c'est Petra en Jordanie, qui est absolument magnifique et qui a quand même pu héberger plus de 25 000 personnes. Regardez les techniques de construction à Petra, c'est absolument incroyable. C'est un village qui a été construit dans l'Antiquité. D'ailleurs, je dis village, Petra est quand même plutôt une ville, voire une énorme capitale, de par la beauté en fait et le rayonnement de ces constructions, de son architecture absolument incroyable. Alors pour aller plus loin, je vous conseille le livre Une France insolite, les troglodytes de Nicole Lanzarini et Hervé Hugues, qui parle justement de ces espaces troglodytes creusés à Même-la-Roche en France. Encore un livre sur la France insolite que je ne connaissais pas, il y en a beaucoup, donc celui-ci vous allez pouvoir le consulter. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me laisser des commentaires. Cela me fait toujours super plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!